session donc de nouveau dématérialisée pour continuer à aborder la question de la représentation du Moyen-Âge et des représentations du Moyen-Âge dans les séries télévisées. Donc après avoir étudié les imaginaires historiques dans la série House of the Dragon, nous allons nous pencher aujourd'hui sur le deuxième monstre sériel de la rentrée 2022, à savoir donc la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir. Nous ne parlerons pas uniquement de cette production aujourd'hui, mais c'est quand même un point assez central qui va nous réunir pour cette deuxième session. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à la première session du séminaire Médiévalisme en série, elle est disponible, hein, les sessions ont été enregistrées et donc les vidéos sont accessibles grâce à la garde de nuit. Donc sur leur site et leur page YouTube, vous pouvez trouver ces enregistrements pour la première session. Et par ailleurs, si vous préférez un autre format que le format audiovisuel pour rattraper ce retard, nous avons une bonne nouvelle. Je vais laisser mon collègue Florian Besson en parler. Donc, bonjour à toutes et tous, merci d'être là si nombreux, si nombreuses pour cet après-midi. On vous rappelle bien sûr, même si vous avez l'habitude maintenant, de bien couper votre micro pour pas saturer le fil et de ne pas hésiter à utiliser la discussion, notamment pendant les interventions des unes et des autres pour poser vos questions. Et effectivement, donc, les actes de ce séminaire, donc en fait les différentes communications, seront publiés dans 2 ou 3 dossiers successifs de la revue Mundus Fabula à partir de septembre 2023, si tout va bien. C'est ça, Justine, tu corriges si je dis des bêtises, mais normalement, c'est ça. Tu ne dis pas de Voilà. bêtises. Tu ne dis Donc, jamais de vous bêtises. pourrez également retrouver ça par écrit et je vous mets dans une seconde les liens dans la discussion de la première session qui portait sur House of the Dragon. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, après ces sessions, on pourra prolonger en tout cas les discussions au moins par ce format écrit. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent pour le moment. Je profite de cette petite introduction pour remercier l'équipe de Modernité médiévale pour voilà, tout le soutien, toute l'assistance dans cette organisation. Je remercie aussi et surtout nos intervenantes et intervenants du jour qui ont accepté de prendre sur leur samedi après-midi et de travailler pour nous, pour partager cette recherche sur le médiévalisme dans les séries. Donc, je remercie Laura Martin-Gomez, Emma Save, William Blanc et Vincent Ferré qui ont accepté de participer à cette deuxième session du séminaire. Comme nous vous le disions, la session d'aujourd'hui donc, est enregistrée et sera par la suite mise en ligne grâce à l'équipe du site de Tolkien Deal que nous remercions également très chaleureusement. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet pour cet après-midi. Nous allons donc parler de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir et des postérités de J.R.R. Tolkien de façon un peu plus large. Alors, la série d'Amazon Studios que nous allons évoquer aujourd'hui a été développée donc, par John D. Payne et Patrick McKay, 2 auteurs et producteurs si peu connus auparavant qu'ils possèdent une page Wikipédia commune et non pas séparée, ce qui est déjà un signe assez intéressant de l'avancement de leur carrière. Donc voilà, beaucoup de choses à découvrir avec eux dans cette série. La première saison donc, des Anneaux de pouvoir qui a été diffusée pour le moment, en attendant les prochaines qui sont déjà programmées, la première saison donc, met en scène des étapes décisives dans l'histoire de la Terre du Milieu, avec notamment la création, on va dire parler de création du Mordor, la fabrication des anneaux elfiques et le retour de Sauron. Voilà, comme ça j'ai bien spoilé l'ensemble de la première saison. Donc comme ça, vous pouvez suivre tranquillement le reste de la session sans inquiétude. Mais donc voilà, on retrouve ces étapes, le tout dans une interprétation très libre, dirons-nous, des écrits de Tolkien. Donc, voilà, nous allons pouvoir aborder tout ça plus en détail désormais et je vais tout de suite laisser la parole à Laura Martin-Gomez
pour la première intervention. Donc, Laura Martin-Gomez est enseignante d'anglais dans le secondaire et docteure en littérature comparée depuis 2020 déjà, avec une thèse consacrée à la réception justement de l'œuvre de Tolkien par ses fans. Elle est la présidente de Tolkien Deal et particulièrement active au sein de communautés de fans depuis 20 ans maintenant. Elle va inaugurer donc cette session de médiévalisme en série avec sa communication intitulée « Du texte à l'écran, The Rings of Power, métamorphose d'une fiction ». Laura, à toi la parole. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je vais, si tout se passe bien, partager mon écran avec une présentation qui est très sommaire mais qui permet d'un peu mieux suivre à mon avis. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, on voit ton PowerPoint. Ok, en mode complet ou en mode avec les images juste pour que... En mode avec les images sur le côté, en mode de travail. Ok, alors bon, je crois que je ne sais pas comment le lancer autrement. Si, comme ça peut-être. Voilà, ça y est, c'est bon. Parfait, merci. Très bien. Donc, effectivement, je vais aujourd'hui vous parler de la métamorphose d'une fiction pour cette série intitulée The Lord of the Rings, The Rings of Power, qui a été annoncée en novembre 2017 par Amazon, dans une vente de droits qui était dans des circonstances un peu particulières que je vais brièvement évoquer ensuite. L'œuvre d'origine, Le Seigneur des Anneaux, tel qu'il était annoncé dans la vente de droits, est évidemment déjà adapté. Les fans de l'œuvre de Tolkien sont habitués à de multiples supports qui s'inspirent plus ou moins de l'œuvre de Tolkien. De fait, aujourd'hui, en 2022, La Terre du Milieu est devenue un objet fictionnel transmédiatique. Pour autant, les communautés de fans de Tolkien, comme à leur habitude, ont réagi et spéculé pendant 5 ans, depuis 2017, face à d'abord un silence assez complet de la part d'Amazon, puis à un bombardement publicitaire depuis début 2022, dans les quelques mois donc, qui ont précédé les premières diffusions de la série en septembre de cette année, 2022. Donc, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui est de déterminer quels sont les liens qui peuvent être établis entre la fiction de l'auteur et la série Amazon Prime. Donc, dans une perspective de réception fanique, qui correspond à l'objet de mes recherches pour ma thèse, je vais analyser aussi rapidement les difficultés éprouvées par les fans pour définir l'objet final qu'est cette série, tour à tour désignée comme préquel, fanfiction, adaptation, œuvre dérivée. Enfin, il y a un certain nombre de termes qui ont été utilisés. Et je vais donc commencer par un bref retour sur l'historique des droits d'auteur et quelle est la matière fictionnelle à laquelle la série a accès. Et donc, L'ombre du passé étant le titre du premier épisode, enfin un titre proche du premier épisode et le chapitre 2 du Seigneur des Anneaux. Donc, pour faire un récapitulatif rapide, Tolkien a vendu les droits en 1969 à United Artists et je vais vous... Alors, sur vos écrans, en fonction de la taille, ça va être tout petit. Je vous montre cet organigramme proposé par Vivien Stoker avec l'ensemble un organigramme simplifié des droits. Donc, je vais essayer de faire ça court et synthétique. Donc, ici, nous avons la vente des droits à United Artists, ensuite revendue à Soulsense, donc en 69 puis 76. Qui ont donné donc le film de Ralph Bakshi. Puis, à la fin des années 90, nous avons la vente à Miramar, qui ensuite les revend à New Line Cinema et qui donne les adaptations de Peter Jackson. Et puis, dans un parallèle assez différent, nous avons en 2017 la vente des droits à Amazon. Donc, cette vente a lieu à un moment donné où le Tolkien Estate a été pendant plusieurs années en conflit, en procès avec, il me semble, la Warner Bros. Je n'ai pas noté, je n'ai pas ça sous les yeux. Et arrive à suite à ce procès, on arrive à ce moment un peu assez surprenant en 2017 où il y a une vente de droits sur lesquels nous avons peu de données, c'est-à-dire les détails de la vente ne sont pas forcément connus. Et donc, au niveau du communiqué de presse qui a été fait donc en novembre 2017, il est indiqué que la série sera set in Middle-earth,
aura lieu en temps de milieu. The television adaptation will explore new storylines preceding J.R.R. Tolkien's The Fellowship of the Ring. The deal includes a potential additional spin-off series. Donc, dès l'annonce en 2017, nous avons une série intitulée, à laquelle on réfère par l'expression d'une adaptation, et l'idée d'un spin-off. Le pitch qui a fait que Amazon, en compétition avec d'autres studios, a obtenu ses droits plutôt que les autres, et celui-ci, Chronicle the First Five, so the Go, le but était de chroniquer les 5 premières minutes de la Fraternité de l'Anneau de Peter Jackson dans le prologue raconté par Galadriel qui raconte donc l'histoire des Anneaux de pouvoir, le tout sur 5 saisons. Donc ceci est tiré d'une interview de octobre 2022. Donc on voit là déjà dès ce pitch qui avait été donné en 2017, on voit là un lien assez direct avec les adaptations de Peter Jackson, mais j'y reviendrai un peu plus bas puisqu'on voit qu'il y a vraiment une filiation assez directe. Donc à ce moment-là, on a donc la question des droits d'auteur qui rentre en ligne de compte. Qu'ont-ils le droit d'utiliser, qu'ont-ils pas le droit d'utiliser? Donc, même si tout ceci est assez confidentiel, donc évidemment, c'est souvent l'objet de conjectures. Ce que l'on sait, c'est qu'ils peuvent utiliser le contenu qui est mentionné dans Le Seigneur des Anneaux, et en particulier des appendices. C'est d'ailleurs ce qui est écrit à la fin des épisodes, based on The Lord of the Rings and the Appendices by J.R.R. Tolkien. Et donc, ces éléments sont assez succincts, si l'on pense au Seigneur des Anneaux, et à ce qui se passe avant, puisqu'il y a le chapitre 2 du Seigneur des Anneaux, intitulé The Shadow of the Past, qui correspond presque au nom du premier épisode de la série. On a quelques poèmes dans le corpus du Seigneur des Anneaux qui font référence à Eärendil ou à Gil-galad, et nous avons les appendices, dont l'appendice A qui correspond à des annales, qui mentionnent les rois de Numénor et le royaume de Numénor sur 3 ou 4 pages. Et ensuite, l'appendice B, qui est Tale of Years, qui inclut 2 pages à peu près sur le second âge. Il semblerait qu'il y ait d'autres droits qui aient dû à un moment donné être négociés, puisque ils ont pu utiliser, les producteurs de la série ont pu utiliser la carte de Numénor, qui, elle, n'est pas inclue dans Le Seigneur des Anneaux ni le Hobbit. Donc, il y a dû avoir, on imagine qu'il y a eu quelques concessions faites de la part du Tolkien Estate au niveau de la vente des droits. Ce qui existe et qui traite de cette période, qui est le second âge que les showrunners ont décidé de traiter, correspond par exemple à un texte qui porte le nom de Of the Rings of Power and the Third Age dans le Silmarillion, et aussi plusieurs textes dans les présents contes des légendes inachevées, en particulier qui parlent de Numénor, mais aussi des Istari, donc des magiciens, et des Palantiri, des pierres de vision. Dans le même temps, au moment de cette vente de droits, il est annoncé qu'il y a une véritable supervision du Tolkien Estate avec l'idée qu'il est impossible de contredire ce que dit Tolkien dans le texte. Donc, on a à ce moment-là, en 2017, la sensation d'avoir à la fois un projet très contraint par certains aspects de l'acquisition de droits et à la fois extrêmement libre dans le sens où le matériau source est très très limité d'un point de vue simplement de son extension, puisqu'il s'agit que de quelques pages. Et donc dès 2017, les fans s'interrogent sur le degré d'invention nécessaire pour mener à bien un tel projet. Et je vais donc parler à présent un petit peu de la série une série qui est en Terre du Milieu, créée par Amazon, alors studio, oui, mais diffusée sur Amazon Prime. En ce qui concerne les stratégies de communication, on a des effets d'annonce qui sont, qui semblent assez classiques par rapport à la création de l'horizon d'attente des fans par rapport à un nouvel objet d'intérêt, avec des annonces au compte-gouttes. Je vous ai noté les jalons importants à partir de février 2019, donc déjà 2 ans après l'annonce, 1 an et demi après l'annonce de la série, avec une carte dévoilée qui était intitulée ou sous-titrée, je ne sais plus, Lord of the Rings on Prime, et qui avait été complétée sur plusieurs semaines en ajoutant des noms de lieux. Donc on commence par une carte qui est assez symptomatique de la fantasy comme avant tout un monde, un univers, puisque effectivement la toute première chose qui a été annoncée par rapport à cette série, le premier contenu qui a été proposé, est bien une carte.
Ensuite, on a les membres du casting qui sont annoncés en janvier 2020. Janvier 2021, donc déjà presque 2 ans plus tard, le premier synopsis du show, dont je vous ai cité un extrait juste en dessous. Et première photo officielle en août 2021. Il faut ensuite attendre janvier 2022, donc on est 9 mois avant la série, pour avoir un titre, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la série était uniquement référée comme étant The Lord of the Rings. Et donc, le titre est annoncé en janvier 2022 avec un premier teaser et ensuite 24 affiches en février et des trailers plus élaborés en juillet-août, c'est-à-dire juste avant la sortie, ce qui correspond à un marketing, une communication traditionnelle. Donc, il est assez intéressant de remarquer que le titre utilisé est bien The Lord of the Rings. Amazon tire là profit de la franchise, puisqu'on peut vraiment parler de franchise par rapport à ce titre aujourd'hui, avec cette idée de Lord of the Rings on Prime, comme le premier titre, l'annonce de la série The Rings of Power uniquement quelques mois avant, et donc l'usage dans la publicité vraiment du terme, du titre de Lord of the Rings. On le voit ici, par exemple, aussi dans le synopsis. Amazon Studio forthcoming series brings to screens for the very first time the heroic legends of the fabled Second Age of Middle-earth history. This epic drama is set thousands of years before the events of J.R.R. Tolkien's The Hobbit and The Lord of the Rings. Donc on est bien sûr l'annonce non pas d'une suite, mais de quelque chose qui est avant ce qui a été écrit et dans un moment fabled, c'est-à-dire un moment qui est mythologique déjà dans ce synopsis, un moment qui est le second âge. On peut constater aussi ce lien de filiation à la fois direct et à la fois avec des pincettes, disons, dans les crédits des épisodes qui indiquent « based on » et non pas « adapted from » ou une autre formule. Donc on constate à travers le synopsis, à travers les différentes annonces médiatiques des showrunners que la série n'est finalement pas annoncée comme une préquelle. Elle n'est pas annoncée, elle est vraiment annoncée comme un objet narratif, une fiction qui se place chronologiquement avant. Et c'est à peu près, du point de vue de la communication de la part d'Amazon et des showrunners, c'est à peu près la seule chose qui est communiquée, disons. Ensuite, en ce qui concerne le marketing autour de la série, on a vraiment un choix de limiter le merchandising. Ça a d'ailleurs été des surprises de la part de certains fans. Cela fait l'objet de surprises de la part de certains fans de ne pas trouver d'objets dérivés liés à cette série. En revanche, du point de vue publicitaire, il y avait évidemment une force de frappe planétaire avec l'importance de l'entreprise Amazon. Le trailer a été diffusé lors du premier soir du Super Bowl aux États-Unis. Il y a eu des publicités les lieux de publicité en ligne absolument partout. Et par exemple, les colis Amazon ont été pendant une période entourés d'un ruban scotch qui indiquait The Lord of the Rings, The Rings of Power. Donc cela montre vraiment la force de frappe publicitaire d'Amazon. Ensuite, si l'on arrive au choix des showrunners, donc McKay et Payne, donc je vais faire évidemment une sélection extrêmement drastique pour rester dans les temps à peu près, mais j'aimerais montrer comment ces choix semblent démontrer un espèce de tiraillement peut-être voulu, entre 3 différentes allégeances, disons. Et je commence par l'allégeance ou l'hommage voulu à Tolkien, donc une espèce d'orientation de la série vers les fans de Tolkien, un public visé qui serait les fans de Tolkien. Alors, en cela, on retrouve le discours et l'autodésignation des showrunners comme étant des grands fans, ce qui rejoint la stratégie de communication qu'avait eu Peter Jackson déjà il y a une vingtaine d'années, et qui se retrouve par exemple en particulier dans l'avant-première qui a eu lieu à Londres quelques mois avant la sortie de la série, où vraiment les showrunners se sont présentés comme grands fans de l'œuvre de Tolkien face à un parterre d'influenceurs, représentants de communautés de fans, etc., dans l'objectif, a priori, de créer une connivence entre leur image de grands fans de Tolkien qui veulent rendre hommage à l'œuvre et le public qui était présent à ce moment-là.
et se retrouve beaucoup dans les comptes rendus donnés par les fans à leur retour de cette avant-première. Il y a vraiment un discours du « les réalisateurs sont des grands fans, ils font donc quelque chose qui, de leur point de vue, rend hommage à l'œuvre ». En même temps, il y a une véritable justification de la réappropriation créatrice comme étant quelque chose de voulu par Tolkien. À plusieurs reprises, les showrunners ont cité la lettre 131 à Milton Waldman. La citation, je ne l'ai pas en français sous les yeux, même si l'ouvrage existe en français, mais la citation tronquée qu'ils ont réutilisée à plusieurs reprises est cette idée que Tolkien voulait laisser de la place pour « other minds and hands wielding paint and music and drama », c'est-à-dire que l'œuvre était prévue pour être… Enfin, était prévue. Il y avait un souhait de la part de l'auteur que d'autres personnes s'en mêlent. Or, comme l'a souligné, il me semble, Vincent Ferré en ligne il y a quelques temps, c'est une citation évidemment tronquée et il s'agit d'un extrait que Tolkien réfute ensuite en considérant que c'était quelque chose d'absurde. Donc voilà une véritable posture de la part des showrunners qui s'accompagne tout de même de choix narratifs ou photographiques qui sont vraiment dirigés vers les fans de Tolkien, des espèces de easter eggs littéraires, entre guillemets, comme la volonté de nous montrer des lieux qui ne nous ont jamais été montrés en Terre du Milieu. On peut penser au Ford West dans l'épisode 1, par exemple, le Grand Nord glacé, ou montrer une romance entre un elfe et une femme humaine, même si c'est au prix de l'invention de personnages, mais c'est cité par les showrunners comme étant un hommage aux relations évoquées dans l'œuvre de Tolkien. Ou enfin, par exemple, la représentation des arbres de Valinor. On le voit un tout petit peu sur l'image que j'ai mise sur ce slide, qui est d'ailleurs, cette image-là, étant la toute première image qui a été diffusée en août 2021. Donc je pense que le choix de cette toute première image est extrêmement important puisque le premier public visé sur cette image est très clairement les fans de Tolkien. Donc les showrunners ont aussi mentionné le travail important fait autour du langage, etc., en fonction des peuples, les accents différents, etc., comme étant un hommage vraiment à l'amour des langues de Tolkien. En parallèle, il y a une véritable allégeance aussi à l'œuvre de Peter Jackson, aux adaptations de Peter Jackson, ou à la franchise Terre du Milieu, disons, au sens large, à l'univers fictionnel transmédiatique. Et c'est la citation que j'ai mise en haut de slide ici. While the series is not a precise continuation of Peter Jackson's The Lord of the Rings, it shouldn't clash with the cinematic world fans have come to know and love, qui est donc une citation des showrunners de février 2022. Ça montre vraiment qu'il y avait un souhait de s'intégrer dans l'affiliation, comme l'extrait du pitch de tout à l'heure que j'ai cité tout à l'heure. Donc, ceci a amené des justifications, comme par exemple l'intégration nécessaire, d'après les showrunners, des hobbits et des magiciens. Donc, si je lis rapidement une citation, oui, que je n'ai pas sur les slides. Is the series going to put hobbits in the second age? In short, so to speak, yes and no. Une espèce de parade. One of the very specific things the texts say is that hobbits never did anything historic or noteworthy before the third age. But really, does it feel like Middle-earth if you don't have hobbits or something like hobbits in it? Ce qui semble une forme d'auto-justification, vraiment de ce besoin de insérer, n'est-ce pas, des personnages proches des hobbits. D'ailleurs, on retrouvera dans de nombreuses interviews et dans l'ensemble des reprises de presse, l'idée que les Harfoots, tels qu'ils sont appelés dans la série, sont des ancêtres des hobbits, ce qui est une invention de la part des showrunners, puisque ce n'est pas ce qu'écrit Tolkien. Il y a aussi donc au-delà de cette intégration des personnages qui sont attendus, a priori, d'après les showrunners, il y a un hommage esthétique. La photographie, l'équipe artistique est similaire avec le recrutement de John Howe et Alan Lee, où là, certaines représentations, comme Sauron, que l'on retrouve sur l'image à gauche d'un extrait de l'épisode 1, ou le Balrog, une image, je reviendrai plus tard. Ce n'est pas le cas de tout, cependant, on peut quand même remarquer des créations un peu plus, des éléments esthétiques différents, comme les orques, ou la coiffure des elfes, qui, elle, en l'occurrence, est peut-être une référence au film de Bakshi, où les elfes ont des cheveux courts. Il y a aussi une forme de fan service envers les publics fans de la Terre du Milieu, donc vraiment ce public fan de l'univers transmédiatique, comme par exemple tout le jeu
tout ce qui se fait dans le jeu autour du personnage de l'inconnu, The Stranger, qui serait Gandalf, même si ce n'est jamais dit, tout porte à croire, en particulier dans le dernier épisode, lorsqu'il dit « When in doubt, Eleanor Brandyfoot, always follow your nose », qui est une citation exacte de Gandalf quand il parle à Merry dans La Fraternité de l'Anneau, le film de Peter Jackson. Enfin, une troisième allégeance, en quelque sorte, une troisième branche liée à ces choix des showrunners et l'exigence du succès d'audience, la nécessité commerciale liée aux exigences en contexte professionnel et qui donc donne une terre de milieu sauce Amazon, sauce Hollywood pour un grand public. Donc ça donne l'adaptation au public contemporain, donne des exigences de diversité et d'inclusion dans le casting avec des personnages ajoutés pour plus de mixité de genre et de mixité ethnique. C'est un choix de la part du studio qui est justifié comme étant une intégration dans un monde contemporain. Ensuite, il y a un choix scénaristique qui a été beaucoup commenté, qui est celui de la compression de la chronologie. Qui est perçu comme inévitable. Quand on lit le synopsis donné donc en 2019, la compression semble inévitable, inéluctable, nécessaire. Et je vous ai mis ici une citation que je lis. We talked with the Tolkien estate. If you are true to the exact letter of the law, you're going to be telling a story in which your human characters are dying off every season because you're jumping 200 years in time. And that you're not meeting real big important canon characters until season 4. Look, there might be some fans who want us to do a documentary of Middle-earth, but we're going to tell one story that unites all these things. Donc il semble vraiment que les auteurs ici partent d'un présupposé commercial qui est que le succès d'audience ne pourra se faire que s'il y a un attachement, un suivi au niveau des personnages. Et donc ces exigences commerciales et les présupposés des showrunners de ce qui est attendu des fans, entre guillemets, comme eux, ou des fans de la Terre du Milieu, ou même du grand public, amène à une création fictionnelle mixte qui peut laisser perplexe l'ensemble des publics visés pour des raisons différentes, en fait. Il semble vraiment poursuivre plusieurs objectifs à la fois, ou plusieurs publics à la fois, avec parfois une mise en concurrence dans le discours des différents types de publics, une forme de schizophrénie, comme dans cette dernière citation que vous avez encore sur le PowerPoint, où il y a une véritable antagonisation du public fan, alors que dans d'autres discours, les réalisateurs se sont vraiment positionnés comme eux-mêmes grands fans. Un exemple particulièrement probant, il me semble, de ce produit hybride est la légende du Mithril, qui correspond à l'image représentée ici. Cette légende racontée par Elrond, si je ne m'abuse, dans la série, semble vraiment fonctionner comme un MacGuffin, c'est-à-dire un espèce de prétexte scénaristique pour justifier les problématiques de relations entre les nains et les elfes, le sentiment d'urgence, de déliquescence des elfes, etc. Alors, cet élément, d'après une interview, est tiré du fait que l'anneau Nenya que porte Galadriel est fait à partir de Mithril, ce qui est écrit par Tolkien, et à partir de là, les showrunners ont donc déroulé toute une pelote en ajoutant des éléments connus du grand public comme le Balrog que l'on voit sur cette image, qui est très clairement une référence au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et tout en allant contrairement à l'encontre du récit, enfin, en tout cas de la fiction originale, sur les raisons pour lesquelles les anneaux sont faits, etc. Donc, nous avons des éléments scénaristiques qui semblent parfois principalement présents pour les effets spectaculaires, comme cette scène qui est effectivement esthétiquement, à mon sens, très belle, mais qui ne reflète absolument pas la fiction originale. Nous avons d'autres éléments qui viennent ainsi, comme ceci, à la fois reprendre un registre épique, en hommage, entre guillemets, du point de vue des réalisateurs à Tolkien, et à la fois propose des éléments spectaculaires qui rejoignent vraiment une production hollywoodienne, comme par exemple l'apparition de l'homme comète, donc The Stranger, ou l'explosion de Rodruin, le mont destin ensuite, qui serait à l'origine de la création du Mordor au moment même où les personnages s'y trouvent. Et donc,
pour mon dernier point, se base sur les questions de réception. Alors, j'ai indiqué le bruit et la fureur. Il me semblait que ce titre de Faulkner correspondait assez bien à ce qu'il se passe ou s'est passé depuis un an, on va dire à peu près, avec un contexte, je n'ai pas mis d'image pour ça, mais avec un contexte de réception qui est tout de même assez intéressant. Et je rejoins un tout petit peu le terme du le contexte médiévaliste, disons, avec un contexte de production sérielle de fantasy qui est extrêmement chargé depuis quelques années. Dans le siège du succès de Game of Thrones, une série qui a été diffusée de 2011 à 2019, de multiples studios et plateformes ont lancé leur propre série ou acheté des droits. On a The Witcher et Dark Crystal sur Netflix depuis 2019, His Dark Materials par la New Line depuis 2019, The Wheel of Time par Amazon depuis 2021. Et 2022 est aussi un moment de diffusion qui est précisément un moment de franchisation ou une étape supplémentaire dans la franchisation des univers fictionnels avec beaucoup de préquels ou suites, des sequels, avec House of the Dragon, que nous avons mentionné et sur lequel la modernité médiévale a déjà travaillé. Donc, une préquelle à Game of Thrones. The Witcher Blood Origins, je crois que j'oublie un S, qui est une mini-série. Willow, qui est une suite du film de 1988 sur Disney+. Et donc, on a vraiment, ici, là, en 2022, un embouteillage. L'image n'est pas très jolie, mais c'était un peu un embouteillage de séries de fantasy, avec en particulier la série House of the Dragon, qui a été annoncée en 2019, donc 2 ans après The Rings of Power, et dont la sortie a été annoncée pour août 2022, ce qui a fait modifier le mode de diffusion prévu des épisodes, puisqu'il y avait vraiment une concurrence directe d'un point de vue de la période, et le studio a décidé de diffuser 2 épisodes, les 2 premiers épisodes d'un coup, plutôt que seulement le premier au moment donné où la série sortait pour des raisons vraiment de date et de coïncidence de date. Donc la série The Rings of Power est une série très attendue, en tout cas c'est ce qui est dit dans les médias, avec une couverture médiatique très importante, surtout à partir des annonces en 2022, avec une mobilisation très forte en ligne des trolls, ce qu'on appelle des trolls, souvent à tendance suprémaciste blanc, en particulier en réaction aux affiches qui sont publiées en février, et en particulier sur les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs aussi, au moment de la sortie, de la part d'Amazon, une véritable volonté de censure, puisque les commentaires, les revues de la série sont bloqués pendant les 5 premiers jours après la diffusion de la première épisode. Donc, il y aurait une étude vraiment spécifique à faire sur ce phénomène de réception sur les réseaux sociaux en particulier et les liens, le contexte culturel, socio-culturel que cela évoque. Mais ce n'est pas du tout mon domaine de spécialité, ce n'est pas là-dessus que je me suis focalisée. Et donc, pour terminer, sur l'élément qui correspond à mon domaine de prédilection, j'ai voulu étudier la manière dont les fans désignaient la série à travers, quel terme les fans utilisaient pour désigner la série, ce nouvel objet fictionnel. J'ai donc travaillé sur 3 forums différents pour garder 3 forums différents, celui de Tolkien Deal, qui possède un sujet uniquement qui traite de la série, The One Ring, qui est un site américain orienté beaucoup adaptation et qui a, je crois, 160 sujets consacrés à The One Ring avec un forum complet, et The Tolkien Guide, qui est un forum américain plutôt orienté collection autour de Tolkien. C'est vraiment un forum de collectionneurs. Alors, ce sont des contextes très différents, ce sont des les participants sont différents, les goûts, on va dire, des personnes qui participent sont assez différents, mais j'ai choisi ces 3 plateformes parce que c'était des vecteurs de communication similaires, c'est-à-dire des forums des forums actifs aujourd'hui, ce qui n'est pas alors que ce n'est plus le médium utilisé le plus souvent en 2022 sur Internet. Donc, si on regarde le terme de préquel, il est utilisé dès 2017 par les fans, à partir du moment où les premières annonces sont faites, comme une manière simple en fait de référer à la série. Et il est ensuite utilisé dans les articles de presse qui identifient véritablement la future série comme une préquelle à partir de 2019. Donc, alors que
les showrunners et Amazon n'a jamais utilisé le terme dans ses annonces. C'est vraiment un terme qui est utilisé, adopté dès 2017, avec en général une association avec l'idée qu'il y a une véritable crainte que les réalisateurs souhaitent expliquer toutes les origines qui, selon les personnes, selon eux, sont les écueils d'une préquelle en règle générale. Le terme de fanfiction a beaucoup été utilisé aussi pour parler de la série, et en particulier utilisé sur The One Ring dès 2017. Souvent, il est associé à l'adjectif glorified ou expensive, donc avec une connotation très négative de ce qu'est une fanfiction. Donc, ce terme était aussi utilisé sur le forum Tolkien Guide et Tolkien Deal, mais un peu plus tard, à un moment donné où le terme a été utilisé de façon particulièrement intensive. En 2022, le terme de fanfiction est énormément revenu dans les articles de presse. Et je peux citer en particulier une interview de Jean-Rodolphe Turlin qui est en octobre, dans 20 minutes, où il a qualifié la série de fanfiction pro à la suite du journaliste, puisqu'il est revenu sur ses propos ensuite. Mais à chaque fois, sur tous les forums, il y a une réflexion d'un membre qui estime que le terme est inadapté pour des raisons simples de définition d'une fanfiction qui n'est pas à vocation commerciale et à vocation financière. Et aussi, est évoquée toujours la problématique d'une connotation négative du terme qui n'est pas juste envers les produits, envers l'objet fanfiction, la définition du terme, ce à quoi le terme fanfiction fait référence d'habitude. Le terme adaptation était peu utilisé, alors même que c'est le premier terme utilisé par Amazon en 2017, Television Adaptation, avec cette idée que l'adaptation aurait besoin d'un texte de Tolkien sur lequel se baser, ce qui n'est pas vraiment le cas, comme on l'a vu. On aurait pu imaginer que les termes œuvres dérivées ou inspirées d'eux soient beaucoup utilisés, puisque c'est probablement les plus proches entre guillemets, de la réalité effective. Mais je pense qu'ils sont peu utilisés pour des raisons discursives, tout simplement. Ce n'est pas un mot valise ou une expression simple d'utilisation. Ça implique une véritable formulation, une véritable phrase complète, une espèce de périphrase qui n'est pas très pratique. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ces termes-là sont assez peu utilisés. Et donc, pour conclure, 70 ans après la publication du Seigneur des Anneaux, nous avons là une version de la Terre du Milieu qui est le fruit de nombreuses transformations de la fiction entre-temps, en raison d'un présupposé de départ de la part des showrunners, et en raison des droits d'auteur, de la question des droits d'auteur, et donc des contraintes qui sont liées à un texte source qui ne fait que quelques pages. Le résultat fictionnel et médiatique est donc un produit hybride transmédiatique qui atteint le succès d'audience, avec pour autant une réception critique très mitigée et des fans très divisés, à première vue, selon les lignes que j'ai définies comme étant la différence entre les fans de Tolkien, de l'œuvre littéraire, et les fans de la Terre du Milieu, univers transmédiatique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Merci Laura. Pour cette présentation. Je vois les petites mains. Il y a des applaudissements qui apparaissent effectivement partout sur les écrans. Des applaudissements silencieux. Et dans le chat. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez prendre la parole ou bien entendu à utiliser le chat pour faire remonter les questions, soit pendant les communications, soit par la suite. Je vais vous laisser la parole, mais je vais profiter d'avoir honteusement la parole pour rebondir sur quelque chose que tu viens de dire juste en conclusion. Laura, tu évoquais donc des réceptions mitigées, hein, clairement, mais en évoquant un succès d'audience. Est-ce que tu as des éléments un peu plus précis sur les chiffres? Parce que dans le cadre d'Amazon, pour le moment, c'est un petit peu compliqué d'avoir accès aux données concrètes et surtout à la façon dont les visionnages sont pris en compte. Donc, je ne sais pas si tu as plus de renseignements sur ce sujet. Je parle de la modalité de visionnage parce que lorsque Netflix, notamment, avait changé sa façon de comptabiliser les visionnages, ça changeait complètement les résultats et ces questions de réception.
Donc voilà, c'était si tu avais des données précises, outre le fait que Amazon a dit ça a très bien marché. Alors, sur les modalités de comptage, je n'en ai aucune idée puisque je n'ai absolument pas exploré en détail cet aspect-là. Sur le succès d'audience, j'ai lu quelques articles de presse et je dois avoir le chiffre quelque part. Je suis en train de le chercher, mais je suis en train de passer avec les modalités Zoom et mon écran d'ordinateur. Pas d'urgence. Hein. Mais il y avait c'était a priori un très bon démarrage sur les premières journées. On arrivait à 100 millions de spectateurs, je crois, à l'échelle du monde. D'accord. Voilà, j'ai pas le chiffre sous les yeux, je sais que j'ai noté quelque part. Et bon, a priori, le constat, comment dire, l'idée était qu'il y avait vraiment eu le public escompté, disons. D'accord. Maintenant, effectivement, il serait intéressant de voir à quel point il serait intéressant de voir, et ça, je ne sais pas s'il y a autant de spectateurs au dernier épisode qu'au premier, par exemple. Et puis, comme tu disais, les modalités, comment est-ce qu'ils ont compté, en fait, le nombre de personnes qui regardent. Oui. Alors, j'explique sur les détails, mais quand j'évoquais la comptabilisation par Netflix, c'est que Netflix était passé à un système de visionnage où il considérait que si une personne avait regardé 2 minutes du programme, c'est une personne qui avait visionné le programme. Voilà, 2 minutes suffisaient à faire les chiffres, qui, on sait, est un peu plus compliqué que ça dans la réalité des faits. Donc voilà, d'où ma question. Alors, avez-vous des questions sur ces sujets? Il y en a une dans le chat, mais effectivement, Hildéric demande est-ce que c'est une adaptation des contes et légendes inachevées? Mais Laura, en fait, tu y as un peu répondu au début en disant que c'était davantage une adaptation des appendices du Seigneur des Anneaux que des contes et légendes inachevées, qui avaient du coup un très très mince matériau textuel. Oui, justement, les contes et légendes inachevées ne font pas du tout partie des droits qui ont été vendus. Même s'il y a quand même la question de la carte de Numénor qui est en suspens. Mais à titre, je ne l'ai pas cité parce que je n'avais pas la place, mais à titre d'exemple, Tom Shippey, qui est un spécialiste de l'œuvre de Tolkien, a été consultant dans la série au tout début et a donné malencontreusement une interview à la Tolkien Gesellschaft à l'été 2019. Dans lequel il citait le fait que peut-être que la série pouvait s'inspirer de Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et les contes et légendes inachevées. A priori, ça n'a pas du tout plu là-haut, quelque part. Et il n'a plus travaillé avec Amazon ensuite. Et il n'a plus du tout fait de déclaration à ce sujet depuis. Il semblerait que la mention des contes et légendes inachevées faisait partie du problème. Donc, c'était probablement une erreur de sa part. Et peut-être en tout cas, l'idée, c'est que voilà, ça ne fait pas partie de ce sur quoi ils peuvent se baser, en tout cas. Alors, justement, on a quand même des grands spécialistes dans le monde entier, mais notamment aux États-Unis, de l'œuvre de Tolkien. Il y a d'autres personnes qui ont été impliquées dans tout le processus, j'ai envie de dire du début à la fin, d'autres spécialistes? Alors, il me semble que justement après la fuite, entre guillemets, de l'interview de Tom Shippey, ils n'ont pas voulu comment dire, donner de nom, justement. Il me semble qu'au niveau linguistique, je n'ai plus le nom de la personne, mais au niveau linguistique, il y avait un accompagnement. Et ensuite, comme le dit Vincent Ferré dans le chat, effectivement, au niveau de la promotion, il y a eu des figures de chercheurs ou de vulgarisateurs assez, comment dire, des profils très médiatisés qui ont collaboré au niveau de la promotion de la série. Mais j'ai pas de nom, les noms ont été gardés secrets, disons, ensuite. Non, mais c'est intéressant parce que justement, on le sait, hein, les cautions comme ça d'universitaires notamment sont souvent utilisées comme un garde-fou aussi ou comme une façon de légitimer des travaux qui peuvent être faits. Là, garder ces noms secrets, ça va un peu à l'inverse de ce qui est fait traditionnellement. C'est intéressant. Et le fait que justement ce soit des gens après utilisés au moment de la promotion et non pas au moment de la création, voilà, ça implique aussi pas mal de choses. Et je pense que Vincent Ferré le redit bien dans le chat. Il me semble quand même qu'il y a le cas particulier d'une personne qui a travaillé sur le néo-elfique, entre guillemets, qui a été utilisé dans la série, mais je n'ai plus le nom
J'ai plus le nom de cette personne. Et oui, William Blanc, il me semble que Simon Tolkien a fait partie des gens qui étaient associés. Et à mon sens, alors on ne sait pas du tout dans quelle mesure il a travaillé, enfin dans quelle mesure il a vraiment travaillé avec eux ou quel a été son rôle, mais c'est assez fréquemment cité comme étant son nom est assez fréquemment cité comme étant une caution, une caution littéraire, puisque un descendant de Tolkien, un parmi tant d'autres, a travaillé avec la série, dans une mesure que l'on ne connaît pas d'ailleurs. Tout ça reste très mystérieux, on va dire. Sur tu évoquais les réactions des fans, et je donnerai tout de suite la parole ensuite à Camille Sauvage. Est-ce qu'il y a eu des réactions sur ce que tu évoquais un peu plus tôt sur l'absence de merchandising, c'est-à-dire que autant avec les films de Peter Jackson, on a été habitué à quand même pas mal de choses. Est évoqué aussi les collectionneurs. On peut collectionner plein d'objets en lien avec les films. Est-ce que là, c'est des choses qui ont été relevées comme étant quelque chose de positif, au contraire de négatif, le fait qu'on n'ait pas ce merchandising autour de la série? Alors dans tout ce que j'ai lu sur les forums à ce sujet-là, c'est assez peu évoqué. Quand c'est évoqué, c'est simplement évoqué comme étant un élément surprenant. Il y a vraiment ce côté, tiens, d'habitude on a, pour d'autres univers, pour d'autres franchises, Star Wars, Marvel, on a, et là on n'a pas. Mais j'ai pas vu de développement particulier ou de sujet vraiment. Ça n'a pas amené ça n'a pas amené discussion en fait. D'accord. C'est vrai qu'il est dommage, hein, la dague de Galadriel qui apparaît et disparaît d'un plan sur l'autre, il y aurait du potentiel d'un point de vue marketing. Probablement, je pense que comme tout ce que fait Amazon, c'est très réfléchi, c'est une stratégie très spécifique. Je ne connais pas assez bien les tenants et aboutissants de tout ce qui est publicitaire, mais je pense que ça fait partie de leur stratégie. Il y a une question de Camille qui lève la main pour poser une question. Oui, en effet, j'ai une question. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est bon, Camille. Je voulais dire bonjour à tout le monde. Voilà. Et moi, c'est pas vraiment une question. Moi, c'est plus en fait, mon appréhension par rapport à la série, c'est genre... d'après ce que j'ai compris, Monsieur Tolkien, le fils de Tolkien était contre la série au départ, il me semble. Et en fait, j'ai eu l'impression que les gens de Amazon ou les producteurs, ils ont attendu la mort de Tolkien, de ce Tolkien, pour faire leur projet. Et c'est un peu ça que je reproche, en fait. Mais après, la série, elle est bien tournée. Visuellement, c'est un spectacle pour les yeux, vraiment. Vraiment, moi, j'ai adoré. Mis à part les petites erreurs par rapport au livre et compagnie, mais voilà, c'est ça, moi qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont attendu la mort de Christopher, qui était en charge qui était l'héritier, on va dire, des œuvres de Tolkien, quelque part, pour lancer ce projet-là. Vous en pensez quoi? Alors, non, il y a une inadéquation chronologique. En fait, les droits ont été vendus en 2017. Alors, ce qui est pour le coup assez intéressant, c'est qu'effectivement, les droits ont été vendus à peu près au moment donné où Christopher Tolkien s'est retiré des responsabilités du Tolkien Estate. Est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas. Vincent Ferrand sait peut-être plus, mais au-delà des spéculations que l'on pourrait avoir sur le fait que ce soit parce que Christopher Tolkien s'est retiré du Tolkien Estate que les droits ont été vendus, il me semble surtout que c'était un monsieur qui était très âgé et qu'il avait bien mérité ces quelques courtes années de retraite, puisqu'il est décédé en janvier 2020. Donc, les droits ont été vendus avant le décès de Christopher Tolkien, qui très certainement n'approuvait pas, ça je n'en doute pas une seule seconde, mais disons que le projet n'a pas attendu la mort de Christopher Tolkien pour être en route. D'accord. On a le temps de prendre une dernière question si la question des arcanes du Tolkien Estate et de Amazon vous intéresse. On sait que c'est des choses des accords très complexes et qui sont développés sur un temps très long. Hein. C'est le genre de projet qui ne se fait pas en 5 minutes de quel côté que ce soit. Donc, voilà, c'est des choses assez larges à mettre en place. Alors, moi, j'en profite. Laura, est-ce que
pour l'instant, maintenant qu'on a vu la première saison, est-ce que ça change des choses sur la façon dont la suite de la série est appréhendée par les fans sur les forums que tu as pu consulter, outre ces questions de fanfiction, préquelle, adaptation, est-ce que la réception de la première saison implique un changement pour la suite? Alors, je me suis surtout focalisée sur, enfin, en tout cas pour les recherches pour cette présentation, je me suis surtout focalisée sur l'usage des termes. Maintenant, de ce que j'ai lu, moi, en circulant sur les forums, donc sans y prêter une attention, comment dire, sans en avoir une lecture académique, disons, il me semble que les résultats, comment dire, les réactions sont donc très mitigées, avec des enthousiastes, des pas enthousiastes, des déçus, enfin, finalement des réactions assez similaires à ce qu'il y avait eu lieu à la sortie du film de Peter Jackson, même si on penche plutôt quand même vers quelque chose de plus perplexe, vraiment, c'est le terme que j'ai utilisé, c'est vraiment perplexe face à des choix scénaristiques et des choix de narration qui sont surprenants. Maintenant, je pense que il y a toujours, je pense que le fan est un éternel optimiste et qu'il y a une espèce d'espoir que les showrunners corrigent le tir sur les aspects qui ont été les plus critiqués, tels que je les ai vus, en tout cas peut-être que je me trompe, mais ce qui a été le plus critiqué en particulier, c'est-à-dire en particulier l'écriture, vraiment l'écriture de la série, qui a posé problème du point de vue de l'attachement au personnage, du point de vue voilà, du rythme pour certains. Enfin, il y a eu énormément de critiques à ce niveau-là, et les showrunners ont donné pas mal d'interviews depuis octobre, où ils disent que la saison 2 a déjà été écrite, que voilà, tout ça est déjà prévu, mais que bon, qu'ils vont peut-être, enfin, on peut espérer encore, entre guillemets, des modifications de détails. Maintenant, voilà, il y a vraiment des réactions de tout type, avec des dégoûtés, des personnes en colère, des personnes encore un peu enthousiastes, des déçus, enfin, il y a un peu de tout, même si j'ai l'impression que globalement, on a beaucoup une forme de, pas forcément de désintéressement, même si c'est le cas pour certains, mais une forme de... alors le terme n'existe pas. En fait, on a beaucoup de fans désabusés, à mon sens, c'est-à-dire des gens qui vont regarder parce que ça a trait vaguement à la Terre du Milieu, mais sans y chercher le même émerveillement qu'à la lecture de Tolkien, par exemple. Ce qui est un constat quand même assez âpre sur voilà, une postérité de Tolkien qui n'aboutit pas autant que Amazon le voudrait, en tout cas, peut-être. Mais qui rejoint, à mon avis, les stratégies qu'ils avaient, qui étaient, comme je disais, vraiment les trois branches qu'ils ont voulu suivre, enfin les trois lièvres qu'ils ont voulu courir en même temps, et c'est un peu compliqué, quoi, de satisfaire tout le monde. Oui. C'est évident depuis le départ, mais disons qu'ils ont vraiment poussé cette tentative assez loin, et dans cette première saison, et ça joue sur le non-fonctionnement partiel, en tout cas, de la série. Oui. À voir si cette politique se poursuit sur la suite. Alors, peut-être sur la prochaine saison qui est donc écrite, mais donc à voir, puisque je crois qu'on a 5 saisons qui sont déjà commandées, si j'ai bien... Normalement, oui, il me semble aussi. Bon. Donc, nous avons le temps de voir venir la suite. Merci beaucoup, Laura. Voilà, on t'applaudit de nouveau avec des applaudissements plus ou moins silencieux, mais que tu peux voir passer sur les caméras et dans le chat.